Bonjour, je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour, c'est Caro qui vous parle dans le podcast Au fil du yoga. Aujourd'hui, je suis exceptionnellement toute seule, mais je voulais quand même poursuivre l'étude de ce que nous avions, ou plutôt la discussion que nous avions entamée sur les yamas et les niyamas de Patanjali. Donc les observances au regard de la société et au regard de soi-même, qui sont contenues dans les Yoga Sutras. Et j'ai choisi de vous parler de Brahmacharya, qui est un yama, c'est-à-dire une règle, une maîtrise. Alors, Brahmacharya, on le trouve dans le deuxième pada, c'est-à-dire grossièrement le deuxième chapitre des Yoga Sutras, dans le Sadhanapada, au verset numéro 38. Selon les traductions, il est compris comme ceci. Brahmacharya pratishtayam virya labhaha. Être établi dans la modération donne une bonne énergie de vie. Ou bien, nous avons aussi la traduction, en étant fermement établi dans la continence sexuelle, la vigueur est gagnée. Aller vers l'essentiel, se responsabiliser. Je traite les autres comme je me respecte. Donc vous voyez, les traductions sont différentes. Il apparaît à peu près de façon sûre que Brahmacharya, au tout début, de la compréhension qui en était faite par Patanjali, cela revenait effectivement à la conduite qui menait à Brahmacharya. Et par le contrôle de l'énergie. C'est d'abord le contrôle de l'énergie sexuelle. Rappelez-vous que les premiers yogins sont les sannyasines, ceux qui partent en ermite dans les forêts. Ceux qui vont contrôler la totalité de leur vie par une abstinence, et elle n'est pas que sexuelle, par une continence qui n'est pas que sexuelle, mais en partie. Et puis, peut-être avez-vous déjà croisé cette explication selon laquelle, avec le yoga, on tourne son énergie vers quelque chose. Cette énergie, c'est vers le grand tout. Et au départ, on part de l'énergie que l'on connaît le mieux, qui est notre énergie sexuelle. Et il s'agit de la déplacer au fur et à mesure, de la bonifier pour l'utiliser dans un autre dessein. Elle va venir compléter ce qu'on appelle ojas, cette énergie complète qui part de nos énergies primaires et qui se construit au fur et à mesure de notre chemin de yoga avec beaucoup d'éléments. L'alimentation, la façon dont on conduit sa vie, la canalisation de notre énergie en tant que force, la canalisation de notre énergie sexuelle également, tout tourné vers cette aspiration qui est de se relier à ce qui est plus grand. Cette énergie, on va chercher cette énergie sensuelle, on va chercher à l'utiliser pour avancer sur son chemin d'éveil spirituel. Et puis, au fur et à mesure, en fait, le mot Brahmacharya va changer. Il va changer, je dirais, parce que il va changer avec les époques, il va changer avec le lieu. On n'est plus en Inde, on est en Occident.
On n'est plus à l'époque, d'abord on n'est plus à l'époque des Védas, on n'est même plus à l'époque des premiers maîtres indiens que nous connaissons, c'est-à-dire dans les années 60. On est en 2021. Et avec un yoga pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc il devient difficile de parler, de devenir un ermite, de contenir son énergie sexuelle, parce qu'on bâtit tous aussi des familles, peut-être en étant femme, vous avez des enfants. Et donc, on va comprendre le terme brahmacharya, peut-être, on va lui changer un peu la connotation, et brahmacharya va devenir la modération. Être établi dans la modération, ce qui conduit vers une bonne énergie de vie. Et dans le contexte actuel, être dans la modération, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que nous sommes dans une société, à mon sens, conduite par une dynamique très forte. Le mouvement qu'on appelle Rajas en Ayurveda, et qui est un des 3 gunas, le Rajas. Et Rajas, c'est le mouvement, mais lorsqu'il arrive en excès, Rajas, c'est une catastrophe. Et personnellement, je trouve qu'effectivement, nous sommes dans les excès. Les excès pour tout. C'est ou tout blanc ou tout noir. Et en fait, la modération, elle vient aussi bien dans les opinions, les réflexions, la façon dont on vit, la façon dont on parle, la façon dont on travaille. Elle vient aussi dans l'acceptation de nos actions et de la vie qui nous entoure. C'est-à-dire que parfois, à tellement vouloir quelque chose, on tombe dans l'excès. Et l'excès n'est pas bon. En yoga, l'excès n'est pas bon. Trop pratiquer, par exemple des asanas, ce n'est pas bon. On oublie le reste du yoga. Enfin, du yoga tel que vous le connaissez, c'est-à-dire les postures avec la respiration, la méditation, la concentration, enfin l'ashtanga yoga. Il faut faire des postures. Je pense que c'est nécessaire à un bon entretien du corps, parce qu'on a besoin de se vider, parce que ça nous fait du bien musculairement. Ça aide à vider nos cellules de toutes ces tensions, ces émotions. Les asanas, c'est vraiment bien. Mais la modération, c'est aussi accepter que un jour, je ne peux pas pratiquer parce que je suis fatiguée. La modération, c'est se dire, aujourd'hui, je vais ne faire que de la respiration parce que j'ai pas le temps. Ou bien, je vais m'asseoir, au lieu de m'asseoir 3/4 d'heure pour méditer, je vais prendre uniquement 10 minutes. La modération, ça ne veut pas dire se laisser aller. C'est la difficulté d'ailleurs qu'on a quand on parle à l'extérieur du yoga, parce qu'on parle de lâcher prise et tout de suite, la première idée qui vient, c'est on laisse tout partir. Il n'y a plus rien. Non, on est dans la modération, dans la continence. Mais donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette connotation sexuelle, parce que continence égale abstinence. Continence dans le sens où on se contient, où on crée un espace où on est tenu, où on va créer cette modération sur le tapis, sur son fauteuil, enfin peu importe, et créer quelque chose en équilibre. Ce qu'on recherche en yoga, c'est pas l'excès et c'est pas l'absence, c'est l'équilibre. La modération, elle vient aussi dans l'appréciation de soi. Je veux dire par là que
très souvent, quand on fait du yoga, on commence à cheminer en soi, à voir les choses, à ouvrir les yeux sur certaines situations, parfois assez difficiles, parce que ça remet en cause un certain nombre de choses qu'on a pu faire, la façon dont on pensait. Et la modération, ça veut déjà dire accepter ses sentiments sans que ça nous revienne en pleine tête, et puis aussi ne pas agir sur des coups de tête. La modération, c'est c'est l'acceptation, c'est réaliser qu'on a besoin de mettre de l'espace dans ses pensées et dans ses paroles. La modération, ça ne veut pas dire non plus, parce qu'il y a un autre grand principe qui est tapas. Tapas dans le sens de feu, et puis aussi il y a un des Yoga Sutras de Patanjali qui dit que on doit pratiquer avec intensité et constance. Constance. Remettre l'ouvrage à chaque fois sur l'appareil et recommencer. Pas recommencer jusqu'à l'extrême, mais recommencer progressivement pour progresser. Et le progrès se fait au rythme propre de la personne. On a tendance, par exemple dans les asanas, à ne considérer que les personnes qui touchent le sol, comme si le yoga était réservé aux personnes souples, je dirais presque aux personnes qui sont hyper laxes. C'est toujours intéressant de discuter avec ses élèves qui voient le professeur comme quelqu'un qui arrive à se contorsionner dans tous les sens. Et je leur explique que oui, j'ai effectivement la possibilité de faire certaines choses qui leur faudra un peu plus de temps que moi à réaliser, mais la différence, c'est que je peux me faire mal, que je peux avoir mal et que eux non. Et que, par exemple, la laxité n'est pas forcément une qualité en yoga et peut même devenir un inconvénient dans notre vie. Et donc, préférer la modération dans les asanas. Quand je dis ça, beaucoup vont dire « Ah, bah alors, tout ce qui est vinyasa est à proscrire, parce que le vinyasa, on va chercher dans l'intensité, dans la dynamique, le mouvement, et peut-être qu'on ne crée pas d'équilibre. » Je vous dirais que non, parce que je pratique un vinyasa plutôt d'ailleurs très intense, parfois très musculaire, et dans ce vinyasa, je recherche la modération, je recherche la posture parfaite pour mon corps à l'instant T, et le souffle parfait pour me soutenir et pour aimer ce que je fais. La modération, elle est également dans les paroles. On a parlé de satya, l'honnêteté. Vous connaissez certainement des personnes qui vous disent « Moi, je suis brute de décoffrage, je suis honnête, je dis tout. » À ces personnes, je leur dirais qu'il faut aussi de la modération. Parce que tout dire, c'est blesser. Blesser, c'est le contraire de ahimsa. Faut-il tout dire ? C'est une question, c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai un professeur qui a eu une relation intime avec une de ses élèves.
Et en fait, il est allé à l'encontre de l'éthique qu'il avait déposée par écrit dans sa société. Il a écrit un code d'éthique et dans les conférences, dans les podcasts, dans ses livres, il a toujours clamé que un gourou, un maître, ne devait jamais avoir de relation. Un professeur de yoga ne devait jamais avoir de relation avec ses élèves car il y avait une relation de domination, de subjugation qui faisait que une des deux parties n'était pas à l'égal de l'autre. Il manque donc l'équilibre, cette modération. Il a finalement écrit à tous ses élèves, 2 ans après les faits. La question est, y avait-il satya, l'honnêteté? Non. Mais il y avait la modération. Brahmacharya. Alors, pas brahmacharya au sens sexuel, parce que là, effectivement, pas du tout. Donc, c'est intéressant de voir les 2 connotations du mot. Et je vais même en mettre une 3e, parce que j'ai trouvé une définition de brahmacharya comme étant l'étude du Veda, l'apprentissage de la science sacrée. Et ce professeur connaît très bien les Écritures. Donc on se trouve dans une situation paradoxale où un même terme comprend 3 significations qui peuvent être parfois proches l'une de l'autre et en même temps peut donner lieu à des situations complexes. La modération dans les paroles, en Forest Yoga par exemple, on apprend à dire la vérité, speaking truth. Mais on apprend aussi the breath formula, la formule de la respiration. Et je suis en train de mettre en place, en vous parlant, cette formule. C'est-à-dire qu'avant de parler, j'inspire profondément et je parle. Je crée donc de l'espace. Je crée de l'espace à la fois physique dans mon corps, mais aussi entre mes mots, ce qui permet de limiter les excès et de contenir, de rassembler l'énergie, de ne pas parler sous le coup d'une émotion et d'être en apnée. La modération permet de créer cette énergie et d'en bénéficier, de la sentir à 100%. Cela permet également de bien réfléchir à la signification des mots et d'apporter de la douceur et de la lenteur. De la lenteur par opposition à la dynamique extrême de notre société. Aux opposés dans les idées. Et on le voit actuellement. Brahmacharya, c'est donc la possibilité pour chacun d'entre nous d'instaurer de la modération. À mon sens, c'est difficile d'étudier chaque yama et chaque niyama indépendamment, parce qu'en fait, ils se raccrochent tous les uns aux autres. Cette modération, on la retrouve également dans ahimsa, la non-violence. Par exemple, la modération dans le fait de manger.
la modération dans l'appartenance, dans le fait de posséder. Ce terme modération, il est teinté de différentes façons pour aboutir effectivement à la création d'une seule et unique énergie qui est celle de pouvoir se relier à ce que moi j'appelle beaucoup la conscience pure, parce que c'est celle qu'on voit en Yoga Nidra, ou si vous voulez votre soi profond, ou cette conscience qui vous dépasse et qui est celle du cosmos. Enfin, peu importe en définitive la définition, elle vous est propre et c'est celle que vous entendez. Et il y a aussi la modération dans les sentiments. J'adore, j'aime, et ces sentiments qui presque dégoulinent. J'avoue que les réseaux sociaux pour ça sont extraordinaires. Parce que c'est tout ou c'est rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a juste... d'ailleurs, on a créé le modérateur. Vous avez que les extrêmes, en définitive. Et quand quelqu'un s'exprime, vous avez forcément quelqu'un d'autre qui va dire pile l'inverse. Et dans cet extrême-là, il y a également les sentiments qui ressortent, la violence, j'allais presque dire la méchanceté. Il n'y a plus de modération. On ne se tient plus. On ne veut plus. Pourquoi ? Le yoga, c'est pas moi-je, même si l'ego est important, mais c'est pas le même. En tout cas, c'est pas la même teinture. Et on a une certaine tendance à développer l'individualisme. Le yoga, c'est une communauté où c'est plutôt la disparition de l'individu au profit de quelque chose de bien plus grand. Et cela suppose l'acceptation de tous dans toutes ses formes. Et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on a tous des émotions et des sentiments, en plus qui changent en fonction des jours, parce qu'on est guidé aussi parce qu'on vit au jour le jour. Et l'apprentissage de la modération, ça va être ça va être l'observation de soi. Une observation quotidienne, pas forcément aisée, pas forcément facile et belle, parce qu'on va y voir ses défauts. La difficulté, ça va être de ne pas tomber dans cet excès en disant je ne vaux pas le coup, je ne suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas ça, et par opposé à une espèce de perfection qui n'existe pas. Et c'est de retrouver cette confiance, non pas excessive, mais cette confiance équilibrée de l'être pour poursuivre le chemin. Et je vais finir par un petit aparté que je développerai très certainement un jour dans un autre épisode sur Brahmacharya, mais l'aspect effectivement sexuel. Parce que les plus grands scandales sexuels sont quand même le fait de ces grands gourous. Et je crois qu'en fait, il n'y en a aucun qui soit passé au travers. Ce qu'on va appeler les dérives sectaires. Et c'est ça qui est, j'allais presque dire marrant, mais c'est ça qui est quand même stupéfiant, c'est que ces gens-là qui vont ériger les yamas et les niyamas, et donc Brahmacharya de façon absolue, sont les premiers à rompre ce code. Ce qui a donné lieu à donc tous ces scandales, MeToo, la diffusion de vidéos où effectivement on se pose des questions. Et je pense que le socle éthique
posée par Patanjali, en définitive, même si certains termes changent avec le temps, il est, j'allais dire, il est indémodable. Il n'est pas limité. Dans le sens où il correspondait très bien à l'époque où il a été écrit, enfin, ou aux époques où les Yoga Sutras ont été écrits, parce qu'en fait, ça a été écrit pendant presque 500 ans. Mais c'est encore très valable aujourd'hui. Et moi, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à votre éthique en tant que professeur de yoga, ou même en tant que pratiquant, parce que il n'y a pas que le professeur qui doit avoir une éthique, il y a aussi le pratiquant de yoga. Qu'est-ce qui nous différencie entre professeur et élève? C'est juste d'avoir suivi une formation, qui, je rappelle, en France, le diplôme n'a aucune valeur, mais bon, qui dénote quand même d'un certain sérieux et d'un engagement. Mais pour celui qui vient dans un cours, il vient faire du yoga. Oui, guidé par un professeur, mais il vient faire du yoga, donc la même chose. Et donc chacun, on doit s'interroger sur notre éthique dans la vie. Et peut-être effectivement partir des préceptes, je vais appeler ça les préceptes de Patanjali, et de voir, vous voyez, quand on vous expose les Yoga Sutras, de voir la signification qu'on leur donne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie tous nos auditeurs. Nous avons dépassé la barre des 1000 écoutes au mois d'août et j'en suis extrêmement fière. L'exercice d'un podcast n'est pas forcément facile, mais en même temps tellement enrichissant. Et je voulais remercier ceux qui nous partagent des petits mots, des remerciements, parce que c'est top. Et vraiment, je vous invite à une chose, c'est nous faire part de vos réflexions. Parce que on vous livre une réflexion, peut-être que demain j'aurai changé encore d'avis. D'ailleurs, j'ai fait 2 enregistrements complètement différents dans la même journée. Et ce que vous avez à dire est super intéressant parce que ça peut nous nourrir aussi. Et donc, je vous invite à nous écrire et à nous faire part ou sur Facebook, Instagram, de ce que vous pensez donc, du sujet d'aujourd'hui, Brahmacharya, mais surtout ceux qu'on a déjà abordés au mois de juin et puis sur le dernier épisode qu'on a diffusé il y a 15 jours. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.